Parfait. Merci de me donner l'occasion de vous présenter ce projet dont on a beaucoup parlé, dont vous avez parlé en interne, puisqu'effectivement, vous cofinancez ce projet de manière importante à côté de la CHAM. Et donc, je vous remercie. Simplement, je précise tout de suite que ce projet, il n'a pas germé comme ça dans ma tête, puisqu'en réalité, c'est pas moi qui ai eu l'idée de ce projet. Vous connaissez un peu l'historique, mais je le rappelle, c'est important, puisque ce sont Guy Bercaud et René Charles Oligos qui ont évoqué cette question au travers de leur activité, évidemment, d'expertise, et à la lumière, surtout, de publications qui sortaient autour de la génétique dans les paralysies motrices cérébrales, qui est le sujet principal de cette étude pré-gène PC, donc prédisposition génétique dans les paralysies cérébrales, avec évidemment, vous le savez, la question médico-légale au milieu de tout ça. Alors simplement, certains d'entre vous connaissent bien, je pense, cette affection, mais il ne me paraît pas absolument négligeable de revenir sur un certain nombre de points, puis même, vous le verrez, de faire un petit peu d'historique, parce que ça participe au rationnel de cette étude, puisque dans l'historique, on évoquera la question des causes. Alors, la paralysie cérébrale ou paralysie motrice cérébrale, il faut savoir que c'est la déficience motrice de l'enfant la plus fréquente en France, qu'elle affecte un enfant sur 500 dans le contexte de la naissance. Ça correspond à peu près à 4 enfants par jour et 125 000 personnes en France, et on n'en parle quasiment pas. C'est la première cause, on l'a dit, la déficience motrice chez l'enfant, et c'est des fois plus que la mucoviscidose ou que la myopathie du chêne de Boulogne. Donc, c'est un sujet sociétal fondamental. Alors, toujours pour vous donner quelques chiffres de ce que représente cette pathologie, et je vais reprendre pour cela les données des études EPIPAGE 1 et EPIPAGE 2. Donc EPIPAGE 1 concernait la description de l'évolution des enfants nés prématurément l'année 1997, donc ça remonte un tout petit peu, surtout si on doit se focaliser sur nos pratiques obstétricales. Et EPIPAGE 2, c'était l'année 2011 qui avait servi d'étude. Quand on regarde dans ces différentes études épidémiologiques, le taux de paralysie cérébrale à 2 ans chez les prématurés nés en 97, on était à un taux de 8,2%, et on peut se réjouir que ce taux ait quand même diminué de manière importante, puisqu'en 2011, on était passé à 3,8%. Vous noterez au passage que effectivement la différence peut être liée pour partie à l'écart entre les deux intervalles qui ont servi de référence pour les naissances prématurées, 22-32 pour EPIPAGE 1 et 24-34 pour EPIPAGE 2. Alors, du coup, en faisant cette remarque, j'ai introduit l'idée que la prématurité joue également un rôle important. Et quand on regarde un petit peu de manière stratifiée, effectivement, entre 24 et 26 semaines d'aménorrhée, la prévalence de la paralysie cérébrale, elle est beaucoup plus importante, aux alentours de 7%, qu'aux alentours de 32 et 34 semaines d'aménorrhée, où là, elle n'est que de l'ordre de 1%. Alors, ce qui est fondamental et qui dit quelque chose de la physiopathologie très probablement, c'est qu'au final, la paralysie motrice cérébrale, elle touche à peu près de manière équivalente les enfants qui naissent prématurité et les enfants qui naissent à terme. C'est-à-dire qu'on a évidemment des paralysies motrices cérébrales chez des enfants à terme, et plus souvent, évidemment, dans des contextes d'hypoxie, et je reviendrai sur ce point-là, mais simplement j'attire votre attention tout de suite sur le fait que l'augmentation des taux de césarienne n'ont pas contribué, en tout cas de manière significative, à l'abaissement de la paralysie motrice cérébrale, ce qui soulève aussi une question qui a trait à la physiopathologie. Alors, cette physiopathologie, justement, elle est complexe, et l'histoire de l'étude de cette affection en dit quelque chose, de ces difficultés qu'on a à cerner les mécanismes qui président à cette pathologie. Ça fait plus de
ça fait quasiment 2 siècles qu'on s'interroge sur les causes de cette affection. Et ce sont des Français qui, les premiers, ont établi un lien entre certains types de lésions cérébrales et la survenue de ces paralysies cérébrales qu'on n'appelait pas ainsi à l'époque. On parlait d'agénésie cérébrale sur les lésions d'autopsie et de paralysie congénitale quand on les décrivait en clinique. Alors, celui qui a le plus contribué, vous avez certainement entendu parler de son nom, puisque on évoque souvent la question de la maladie de Little, la diplégie spastique. C'est cet Anglais qui a écrit au milieu du XIXe siècle le lien entre les difficultés obstétricales et le développement d'une certaine forme de paralysie qui était marquée par une spasticité particulièrement importante et qui pouvait toucher un hémicorps ou éventuellement les différents membres, éventuellement même les 4. Alors, j'ai appris en me repenchant un petit peu sur la question que Freud lui-même avait attiré l'attention sur le fait qu'il pouvait y avoir différentes causes à cette pathologie. Alors, aucune cause psychologique, pas de problématique en lien avec les relations maternelles et les enfants, mais il y avait bien quand même des facteurs maternels d'ordre somatique qui intervenaient dans la genèse de la pathologie, des causes périnatales qui venaient confirmer, mais également parfois des causes postnatales et en particulier des méningites virales, en particulier juste après la naissance. Finalement, on y a vu un petit peu plus clair, sans évidemment tout éclaircir, avec le professeur Tardieu qui, au milieu du XXe siècle, a défini finalement la paralysie motrice cérébrale. Et c'est cette définition qu'on utilise peu ou prou actuellement. Et donc, elle fait référence désormais en indiquant que cette paralysie motrice cérébrale, elle est un trouble permanent du développement du mouvement et de la posture lié à une atteinte irréversible sur le cerveau en développement. Et cette définition, en réalité, qui paraît simple, elle est assez complexe, avec un certain nombre de points. C'est que d'abord, le trouble, il est permanent, c'est-à-dire qu'il est fixé et que ce n'est pas une maladie neurodégénérative qui évolue, bien entendu. Qu'elle affecte le développement. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des blocages qui sont faits sur certaines fonctions motrices à un moment donné et contre lesquels on ne pourra pas lutter, en tout cas à la lumière des connaissances actuelles, et qu'elle est malheureusement, là encore, irréversible, puisque pour l'instant, on a du mal, vous le savez, à traiter des affections neurologiques de cette nature, mais qu'après tout, on peut avoir on peut faire le vœu qu'on avance sur ces questions là aussi. Elle affecte évidemment un cerveau en développement. Le cerveau il se développe dès les premières semaines du développement embryonnaire et il évolue évidemment jusqu'à la fin de la vie. D'abord de manière plutôt croissante, après malheureusement un peu de manière décroissante. Ces troubles, ils sont multifactoriels, favorisés par la prématurité, on a dit un mot, c'est indiscutable. Mais surtout, ils sont associés à certaines perturbations, évidemment sensorielles, qui conduisent à des déficiences aussi bien intellectuelles que motrices. Alors, simplement cette diapositive pour indiquer que les anomalies neurologiques liées à la paralysie cérébrale, elles peuvent être frustres, parfois uniquement parétiques, parfois assez faibles sur le plan neurologique. Elles s'accompagnent évidemment des problématiques liées à la spasticité, en particulier les rétractions musculo-tendineuses, avec les conséquences évidemment fonctionnelles et ces fameux troubles également cognitifs, des épilepsies parfois, les troubles du langage, les troubles également des fonctions supérieures. Il y a des troubles secondaires, évidemment, qui sont extrêmement gênants dans la vie de tous les jours, vous vous en doutez. Je ne rentre pas dans le détail, d'autant que vous avez pris un peu de retard. Il y a différents types de classifications dans le détail desquels je ne rentrerai pas non plus, qui tiennent à la localisation de la prédominance de l'affection motrice, qui tiennent parfois au handicap
induit. Donc là, c'est une classification beaucoup plus fonctionnelle que celle de la GMFCS, en fonction donc des conséquences, notamment en termes de mobilité. Ce qui est important à retenir quand même, c'est qu'un enfant sur 3 qui a ce diagnostic, il ne peut pas marcher. D'accord ? Donc c'est lourd et c'est parfois du très lourd. 1 sur 2 a une déficience intellectuelle. Donc le sujet auquel on s'attaque, il est sérieux d'un point de vue quantitatif et il est sérieux d'un point de vue de la symptomatologie. Donc c'est quand même un sujet majeur. Quand on regarde l'imagerie, c'est évidemment l'IRM qui est la plus pertinente. Il y a des cerveaux qui apparaissent normaux, quasiment normaux. D'accord ? C'est le cas un petit, dans 15% des situations. Et il n'y a pas toujours de corrélation exacte entre la nature des lésions qu'on peut voir tant au niveau de la substance blanche qu'au niveau de la substance grise, donc cortex, noyaux gris centraux. Il n'y a pas de corrélation entre l'étendue de ces lésions et la clinique. On trouve parfois des malformations cérébrales sans savoir s'il y a véritablement de lien avec ou pas. Notez simplement, et ça d'un point de vue physiopathologique, vous le savez certainement, que les lésions liées à la prématurité sont plus de type leucomalacie périventriculaire ou stigmatique d'hémorragie intraventriculaire et les lésions de type ischémique qui touchent la substance grise sont évidemment plus rattachées à des lésions à terme dans des contextes où l'accouchement n'a pas été simple. Donc, ce schéma pour dire qu'il y a un certain nombre de facteurs qui sont absolument consensuels. La prématurité, on l'a dit, l'hypoxie, vous le savez, les retards de croissance intra-utérine avec les insuffisances vasculaires placentaires, bien entendu, mais également les affections. Et dans un certain nombre de cas, on n'a pas de cause évidente. Et c'est en particulier dans ces situations où on n'a pas de cause évidente que se pose la question de la génétique. Et on peut faire le parallèle avec ce qu'on observe dans les microcéphalies, où une fois sur 3, on n'a pas de cause, mais quand on évalue avec les nouveaux outils des causes génétiques, on trouve des choses qu'on peut rattacher à la symptomatologie. Donc la génétique, on peut imaginer qu'elle soit directement impliquée près d'une fois sur 3 ou impliquée comme cofacteur de susceptibilité aux différentes situations infectieuses ou anoxo-ischémiques. Alors, je rentre un peu plus dans le détail de ce que j'ai déjà dit, mais donc une fois sur 2, ça touche des enfants qui naissent à terme et on a par conséquent quand même une surreprésentation des prématurés, parce qu'on a beaucoup moins de prématurés que d'enfants qui naissent à terme. Simplement, pour attirer votre attention sur la problématique qui nous concerne un petit peu plus en tant qu'accoucheur, c'est que, en fonction des études, le lien avec l'asphyxie perpartum est plus ou moins ténu ou plus ou moins marqué, c'est selon, avec des études qui montrent qu'il y a des liens que dans 2% de cas de manière évidente en fonction des critères qu'on veut bien émettre, et d'autres qui vont jusqu'à 50% environ. Donc c'est déjà en soi un résultat que de dire le lien, est-ce qu'il est important ou pas. Alors les différentes anomalies génétiques, on les retrouve évidemment dans cette situation-là comme dans d'autres. Elles peuvent concerner à la fois des problématiques de gènes, avec des anomalies ponctuelles au niveau d'un nucléotide par exemple, ou beaucoup plus larges sur un même gène, avec des remaniements beaucoup plus complexes. On a aussi beaucoup, ça c'est quelque chose qu'on a vu émerger dans la génétique moderne, des problématiques liées à des variants du nombre de copies d'un même gène qui peuvent poser des problèmes. D'accord, donc ça, on a beaucoup travaillé cette question en anténatal et donc on va l'aborder sur le postnatal avec la paralysie motrice cérébrale. Et puis il y a des choses qui sont un petit peu plus difficiles à appréhender, y compris avec les tests qu'on va utiliser. Et ce sont les problématiques liées à l'épigénétique et en particulier tout ce qui porte sur la méthylation des promoteurs des lecteurs de gènes et les problématiques liées aux gènes qui codent pour la chaîne respiratoire linéovo-mitochondriale. Vous savez qu'on a de l'ADN mitochondrial qui code pour les protéines
qui sont impliqués dans le métabolisme des mitochondries. Et on n'a pas prévu initialement, on n'avait pas prévu initialement de travailler cette question dans l'étude pré-gène, mais il semblerait qu'on ait peut-être cette possibilité. J'en ai discuté récemment avec le généticien de l'équipe, le professeur Damien Saint-Labine. Alors oui, il y a des publications récentes qui évoquent un lien tout à fait possible avec la paralysie cérébrale et ces anomalies génétiques qu'elles portent sur des problématiques géniques, je ne dis pas génétiques, donc des problématiques de gènes, soit mononucléotidiques, soit sur des anomalies plus grandes au niveau du gène. Je vous fais grâce des détails. D'abord, je ne les connais pas tous, et ensuite, ce n'est pas le plus important, mais on a deux points un peu différents. C'est que d'une part, tout ce qu'on connaît un tout petit peu autour des thrombophilies ou des mécanismes de l'inflammation, on se dit que ça peut être des cofacteurs, mais que ce ne sont pas des éléments qui, à eux seuls, peuvent être déclenchants, contrairement aux anomalies géniques beaucoup plus importantes qu'on peut avoir, qui, elles, sont réputées entraîner des problèmes de neurosensibilité, de neurotoxicité, ou qui sont impliquées dans le développement du cerveau. Et puis, on a pas mal de publications qui montrent qu'il y a véritablement une surreprésentation probable d'un certain nombre de gènes qui pourraient être impliqués dans la physiopathologie en utilisant justement l'étude du nombre de variations des gènes. Et il y a même des études qui indiquent que ça pourrait concerner 10% des paralysies cérébrales. Et si on exclut, et là donc je mets le doigt sur un point important, parce que ça fait partie des choses que je vais évoquer dans l'étude, si on exclut les situations où il y a manifestement un facteur de risque directement lié à la naissance, la prématurité d'une part, ou l'asphyxie d'autre part, et bien dans ce cas-là, la proportion, évidemment, elle augmente, et on va jusqu'à quasiment 20% de ces anomalies de copies de gènes. Alors, l'étude pré-gène, elle a pour objectif d'identifier une anomalie génétique significative dans une population d'enfants chez qui le diagnostic de paralysie cérébrale a été posé par la technique de séquençage au débit d'exome. L'intérêt, par rapport à d'autres études qui ont été publiées, c'est qu'on aura une population beaucoup plus sélectionnée. Les enfants, ils vont être inclus entre 2 et 15 ans, et ils présentent tous un diagnostic clinique de paralysie cérébrale avec une atteinte somatique bilatérale. Ce sont des enfants nés à partir de 34 semaines d'aménorrhée, donc on élimine déjà toute une partie d'enfants nés très prématurément, et donc ça c'est un point important. Donc on se focalise sur ceux qui sont entre guillemets le plus à risque d'asphyxie perpartum. Évidemment, il faudra l'accord des parents. Les parents doivent être disponibles pour, on va le voir, envisager des prélèvements supplémentaires de leur côté, en particulier quand on aura des variants dont on considère que le rôle est indéterminé parce qu'on ne connaît pas assez ces variants génétiques. Et puis on va exclure un certain nombre de situations où il y a des syndromes génétiques identifiés, bien entendu. Ce n'est pas toujours noté dans les études sur cette problématique-là, et qui auront des critères d'encéphalopathie néonatale clairs, un HRP, une rupture utérine, et avec des scores de Sarna élevés. Et donc on exclut donc les troubles moteurs unilatéraux, en particulier s'il y aura des AVC, mais donc je redis qu'on va s'intéresser à des enfants dont on est sûr que le tableau est très, très, très évocateur, parce que le diagnostic n'est jamais certain quand il y a des formes unilatérales de paralysie cérébrale. Donc on va avoir une population, si j'ose dire, assez homogène et sélectionnée. L'objectif, donc, c'est d'identifier des anomalies génétiques, on va dire significatives, qu'on a définies comme étant des variants génétiques. Donc ça, c'est des critères génétiques de classe 4 ou 5, puisqu'il y a des classifications qui sont faites. Et ensuite, on déterminera finalement aussi quelle est la proportion d'enfants qui seront porteurs de variants indéterminés. Et on comparera aussi, puisque c'est quand même un point important, la prévalence de ces variants par rapport à la population générale. Et pour ça, il y a des bases de données en génétique qui pourront nous dire quel est le degré de surreprésentation de ces anomalies génétiques.
cette diapositive, donc en fait, elle ne fait rien d'autre que de rappeler ce que je viens de dire. Simplement, je précise donc les différentes classes de gènes. Donc, quand il y a des variants dont on sait qu'ils sont absolument sans conséquences cliniques, donc bénins, c'est les classes 1. Les classes 2 sont probablement bénins sans impact. Les classes 3, dont je vous ai dit, on ne sait pas. Et les 4 et 5 sont probablement pathogènes ou pathogènes. Alors, ce qu'on va utiliser sont des techniques de toute dernière génération qui permettent de faire l'analyse de l'exome. Et je dis bien de l'exome et pas du génome. D'accord ? Parce qu'on va voir qu'on a rencontré quelques difficultés avec un CPP qui a évalué le projet. Ils ne font même pas la différence, eux, bon, parce qu'il se trouve qu'ils ne connaissent pas, mais n'empêche qu'ils évaluent les projets de recherche, entre un génome et l'exome. C'est quand même problématique, hein. Mais donc c'est l'exome, c'est-à-dire la partie codante du matériel génétique qui représente 1% seulement du génome, et on va utiliser donc des techniques d'ACPA. Donc ça, c'est ce qu'on utilise aussi parfois en anténatal. Il faut savoir que c'est pas utilisé systématiquement en diagnostic chez les enfants pour différentes raisons, et des nouvelles techniques de séquençage massif en parallèle, ce qui est un très haut niveau de performance et qui n'a pas été utilisé de manière synchrone dans les autres études. Et donc, ça nous permettra aussi d'identifier ces fameux variants. Donc là, je peux passer là-dessus. Donc l'étude, elle est prévue sur 3 ans. Ce qui est très important, c'est qu'on a bien identifié une cohorte d'enfants déjà. On a pré-identifié une cohorte d'enfants actuellement suivis au sein d'un service à l'hôpital Femmes-Mères-Enfants à Lyon, un service de médecine et de rééducation pédiatrique, qui ont un diagnostic. Donc on a déjà les patients. Donc ça, c'est quand même un point extrêmement important, et ça n'a pas été simple de travailler sur cette question au début. On va travailler en lien, évidemment, avec les centres d'action médico-sociale précoce et les enfants qui sont suivis au sein du réseau Éclore en région Rhône-Alpes. On a prévu également, pour s'assurer qu'on ne fait pas fausse route sur tel ou tel point, une analyse intermédiaire à 50 patients, ou à défaut à 8 mois du début des inclusions. Donc le financement, vous le savez, et j'en profite pour vous remercier encore, d'autant que vous êtes réunis ce matin avec la CHAM en la présence de Mélanie Autran et vous, donc à Ginerisque, avec des financements qui sont quand même très conséquents. Donc vraiment merci beaucoup pour cet effort que vous avez consenti, qui nous oblige. Donc... Et donc, la période, j'ai dit, donc, de l'étude, alors période d'inclusion, c'est 3 ans. Au total, on a prévu un petit peu moins de 5 ans. Et donc, on pensait pouvoir débuter en 2021, et ça n'a pas été possible. Et on a soumis tout récemment donc, au CPP au mois de mars. Et malheureusement, on a reçu une étude négative. Alors, en toute transparence, je vous donne les éléments. Ils ont été rudes, et c'est un CPP dont on connaît la rudesse. Il est voisin de Lyon, vous voyez, j'y vois pas évidemment de rapport. Ce qui a été dit, c'était qu'il y avait des problématiques liées au consentement. On a apporté un certain nombre de corrections, mais manifestement ça suffisait pas. Et puis surtout, il y a eu un espèce de mélange, enfin de quiproquo, d'incompréhension qui, à mon avis, tiennent beaucoup au fait que les gens qui ont relu le projet sur le versant, parce qu'il y a toujours 2 collèges dans un CPP, il y a le collège, on va dire, scientifique, et puis le collège des usagers, et manifestement, les gens pensaient qu'on allait tester que des panels de gènes qui étaient déjà connus dans la paralysie cérébrale. C'est pas vrai. Ensuite, quand on expliquait qu'on faisait de l'exome et pas du génome, manifestement, ils ne comprenaient pas la différence. Rassurez-vous, on a déjà prévu la suite, et on a la possibilité, évidemment, de faire appel à un autre CPP, et tout le monde est extrêmement confiant là-dessus, et les problématiques qu'on a rencontrées étaient plutôt d'ordre génétique. On a la chance d'avoir parmi nous quelqu'un qui connaît très bien les études en génétique, en la personne de Damien Sanlaville. Alors, voilà, on a évoqué la question aussi des bénéfices, parce que je sais aussi que, par voie indirecte, ils se sont posé la question de savoir pourquoi un obstétricien, enfin les questions que vous imaginez, pourquoi c'est un obstétricien qui portait un projet sur de la génétique, et puis pourquoi les financeurs étaient des assureurs. Voilà. Donc vous voyez la réflexion qu'il y avait. Hein. On est en France.
Donc, je pense qu'il y a véritablement un bénéfice pour les familles. Les familles, elles sont informées. Est-ce qu'on fait des tests génétiques pour essayer d'avoir des éléments de réponse? Sachez qu'on peut aboutir à des situations un peu délicates parce qu'en travaillant comme ça, il peut y avoir ce qu'on appelle des données additionnelles, des données incidentes. Et donc, les parents sont parfaitement informés. Est-ce que vous voulez qu'on vous rende compte de ces données incidentes? On a évoqué tout ça dans les consentements, bien entendu. En tout cas, on est dans le cadre d'une étude de génétique classique et normalement, vraiment, ça devrait passer. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, en conclusion, la paralysie cérébrale, elle est multifactorielle. On va essayer d'apporter notre pierre à l'édifice. Beaucoup de gènes candidats. On va probablement trouver d'autres choses. Donc on a la chance d'avoir également un panel d'experts localement en neurogénétique et en neurologie pédiatrique clinique qui pourront nous permettre de commenter, de critiquer de manière constructive et scientifique les résultats de ce travail. Il se distingue des autres d'abord par les outils qui vont être mis en œuvre par rapport à beaucoup d'études, par la sélection des cas qu'on aura fait également. Et donc, j'espère qu'on pourra commencer rapidement. Je pense que ce sera début de 2023, peut-être fin 2022, mais je préfère rester prudent désormais. L'essai, il est enregistré officiellement dans Clinical Trials, donc qui a accepté évidemment le projet, qui n'a rien trouvé à dire sur les questions de génétique, alors que parfois ils ont un peu la dent dure. Et donc, je vous remercie encore pour votre soutien. Voilà, je pense que c'est ce que je retiens le plus, c'est que c'est extraordinaire. Enfin, les meilleures intentions de la part de chacun, et on trouve toujours quelqu'un pour arriver à tordre les choses. On se demande si c'est d'ailleurs les meilleures intentions. On se demande. On se demande. Rien que par les questions sur les assureurs et ça, on se demande quoi. Est-ce que certains se disent pas, ils sont en train de vouloir réduire la possibilité d'indemniser et c'est abominable. Hein, voilà. C'est la citation de Rocard hein, sur entre la théorie du complot toujours et la connerie, toujours privilégierait la connerie quoi. C'est peu. Ouais, c'est ça. Voilà, donc je vais moi essayer de vous parler, même si beaucoup d'entre vous les connaissent bien, des outils plus particulièrement numériques qui sont mis à disposition pour la gestion de risque. Donc on va évoquer à la fois les recommandations qui sont disponibles sur le site Ginerisc et puis les outils informatiques et les difficultés d'interopérabilité avec bien entendu MEDICS qui est un programme qu'on connaît tous et dont on sert beaucoup dans le cadre de cette gestion de risque. Alors j'ai repris la grille alarme. Vous voyez que donc il y a toujours la compétence du professionnel, les facteurs liés à l'individu, donc l'application des référentiels. Et juste pour passer rapidement sur le fait que Ginerisc met à disposition sur son site, donc ginerisc.fr, beaucoup de protocoles. Donc ça se trouve dans la bibliothèque, hein, vous voyez dans la barre qui est en haut, et vous allez donc en cliquant là-dessus dans cette bibliothèque. Le deuxième sujet, c'est les recos. En cliquant dessus, vous voyez les recos qui sont classés par thème et vous pouvez les retrouver assez facilement, toutes les recos, à la fois françaises mais aussi internationales. Donc c'est assez riche, ça ne se limite pas simplement aux recommandations du CNGOF. Vous avez aussi les Ginerisc attitudes, vous savez, c'est plutôt solution de sécurité patient, c'est-à-dire là où on ne peut pas faire des recos parce qu'on n'a pas de haut niveau de preuve dans la littérature, on peut à partir des bases REX établir quand même des conduites à tenir très pratiques qu'on peut recommander. Alors ensuite on va parler plutôt de l'outil informatique, quoi. Et il faut souligner que l'informatique et le dossier patient informatisé sont au cœur de notre pratique quotidienne. Dans le cadre de la gestion de risque, je vais trop vite.
C'est donc les outils informatiques utilisés vont avoir un impact majeur et il est essentiel de parfaitement les maîtriser pour optimiser la qualité des soins. Vous voyez d'ailleurs que dans la grille alarme, il y a ce qui appartient au contexte. Oups là, j'ai du mal hein, avec les boutons. Il n'y a pas une... Ouais. Donc dans la grille alarme, vous avez ce qui est lié à l'environnement de travail et l'informatique est citée. Alors on parle des problèmes de communication entre les systèmes d'information entre eux, des bugs informatiques. On parle aussi de l'accès à l'information valide par le système d'information. Et le système d'information aide-t-il les professionnels dans leur processus de décision? Donc quand on parle de l'outil informatique, on est vraiment sur un sujet très important dans la gestion de risque. C'est bien vu dans l'art. Je me suis amusé à essayer de décliner mon topo là, en prenant les différentes barrières telles qu'on les propose dans Générisque. Moi, je dirais qu'il y a des barrières de prévention, c'est de paramétrer son logiciel pour qu'il nous aide dans notre pratique quotidienne. Les barrières de reconnaissance, c'est comment on va l'utiliser au quotidien et comment ça fonctionne effectivement. Et barrières de récupération, c'est peut-être l'accréditation en équipe basée sur MEDICS, puisqu'elle permet cette accréditation avec une qualité optimisée par l'accès aux données qu'on en a. Donc la communication essentielle, les deux, je vais peut-être aller vite, hein, les échéances, l'intégrateur H', vous connaissez tous. Donc la possibilité, là je montre les frottis, hein, ce que vous a montré Frédéric tout à l'heure, en faisant un bon de prélèvement, de vérifier qu'on voit que c'est bien un frottis. Le résultat, là j'avais pas de frottis sous la main, mais il est intégré automatiquement grâce à l'intégrateur H', et on se retrouve dans les échéances, donc qui à mon avis, moi c'est un outil depuis, je l'utilise abondamment, avec les résultats non vus. Quand on n'a pas vu le résultat d'un frottis, automatiquement on le retrouve dans les échéances et on est sûr de ne pas se retrouver avec un frottis qu'on n'a jamais vu, qu'on a laissé passer alors qu'il montait à un haut grade, et les situations dans lesquelles ça peut nous mettre. Et aussi, moi ce que j'utilise beaucoup, c'est la possibilité d'ajouter des échéances, c'est-à-dire que quand à la fin de ma consulte, j'ai pas le temps de faire le courrier tout de suite, je me le mets en échéance, on peut se mettre les petits messages dans le libellé là, donc montrer aux copains de Générisque. Vous voyez, le dossier il peut être intégré comme ça, et je le retrouve en bas de mon tableau dans mes listes de tâches, un peu comme mes listes de tâches au quotidien. Bon, ce que MEDICS ne veut pas faire, vous voyez, c'est faire le travail à notre place, avec cette image que j'aime beaucoup sur la classification de ce qui est à faire. Les formulaires techniques, donc essentiels, hein, pour bien présenter l'information pertinente à un temps T, à un praticien donné, à une catégorie professionnelle donnée. Hein. On fait aussi des formulaires techniques pour les pédiatres. Ils ne sont pas intéressés par les mêmes infos que nous. Donc on leur envoie le formulaire technique avec l'information qui les intéresse. Pour montrer un petit truc de sécurité, par exemple, vous voyez là, c'est une patiente qui a un IMC à 30. On est, je crois, à 16 semaines d'aménorrhée. Elle n'a pas eu de glycémie à jeun. Le programme sait qu'il n'y a pas de glycémie à jeun qui a été enregistrée. Il nous ouvre automatiquement une ordonnance pour le prescrire. C'est une façon de nous aider à ne pas oublier un petit détail comme ça. Et on peut programmer beaucoup de choses comme ça. Les marqueurs pour la trisomie 21, s'ils n'ont pas été renseignés, c'est redemander à chaque consultation de le renseigner. Alors, vous voyez aussi sur les façons de saisir, je crois que ça c'est important. Enfin, c'est une question qu'on peut tous se poser. Il y a des choses qui sont reportées, notamment dans la biologie, automatiquement en bas. Les données de la consultation sont juste au-dessus. Et puis là, pour ce qui concerne les sérologies là, sous cette grossesse à gauche en haut, et le PV positif qui a été reporté, eh ben, ça passe par une action de l'opérateur. C'est pas un report automatique, mais c'est l'idée. Moi, je voulais que sur cette fiche, ça n'écrive pas des trucs automatiquement, mais que ça a été validé par quelqu'un. C'est-à-dire, elle est Toxo+, j'ai vu qu'elle était Toxo+, je dis qu'elle est Toxo+. Parce que sinon, on pourrait recevoir une séroconversion avec une Toxo+, ça note que c'est Toxo+, et on ne s'en aperçoit pas, et ça pourrait induire des erreurs. Donc ça, c'est plutôt une philosophie d'usage, savoir ce qu'on veut faire avec. Voilà
pour ça. Donc après, là, vous voyez, pour le moment, finalement, sur ce que je montrais, on était encore dans le cabinet, mais se pose la question du relais avec l'établissement, c'est-à-dire qu'on va travailler après au moment de l'accouchement. Hein. Essentiellement, c'est là que ça se fait toujours, s'il n'y a pas eu d'urgence avant. Et il est là encore important, à l'arrivée en salle, qu'il n'y ait pas de changement de logiciel, qu'on n'ait pas besoin d'aller faire des recopiages, qu'on n'ait pas besoin qu'on risque pas de perdre de l'information alors qu'une patiente arrive en urgence. Et donc là encore, des formulaires qui permettent de communiquer de façon très synthétique les informations aux sages-femmes, à l'obstétricien de garde, hein, qui n'est pas toujours celui qui a suivi la patiente. C'est vraiment, au-delà de la communication orale, un document qui doit être bien établi, et on sait qu'il y a une responsabilité partagée entre l'obstétricien de garde, l'obstétricien qui suit, la sage-femme, que l'établissement ne peut pas nous dédouaner de cette responsabilité, qu'elle est engagée, et donc cet outil MEDICS au moment de l'accouchement, je pense que c'est quelque chose qui est tout aussi important, de choisir son logiciel, de travailler avec les logiciels qu'on veut avoir, que d'avoir le bon forceps, la bonne ventouse, le bon bistouri, enfin les bons instruments quand on travaille. Ça a aussi un impact important. Bien entendu, le partogramme, élément essentiel de communication au moment de l'accouchement, avec là encore, dans MEDICS, des fonctions d'aide à la décision, avec l'analyse du RCF quand il est renseigné. Enfin, vous connaissez tous, je pense, à peu près ça. Donc, l'accréditation en équipe, là, on était plutôt sur le travail au quotidien. J'ai oublié de vous dire quelque chose, c'est pas grave, j'y reviendrai après. L'accréditation en équipe, donc Frédéric vous en a parlé, mais la possibilité supplémentaire que donne MEDICS Gynélogue, c'est que par l'analyse des données saisies dans le cadre de la pratique quotidienne, les experts peuvent analyser des indicateurs, sélectionner des dossiers et des thèmes pertinents, comme les déclenchements, le taux de césarienne s'il était élevé dans un établissement, les morts fœtales in utero, l'anoxoïschémie, s'il y avait des taux particulièrement élevés. Ça permet de donner une pertinence aux choix qui sont faits dans les dossiers analysés dans le cadre de l'accréditation. On fait une séance en équipe autour du thème choisi, avec des retours d'informations sur les indicateurs, une revue, oui, j'oublie un à moins que ce soit le verbe. Mais bon, le dossier exemplaire, on va prendre un dossier parce qu'on trouve qu'il est exemplaire dans la pratique de l'établissement, revue des recommandations, échange, là encore, éventuellement en fonction de la sinistralité qui peut exister au sein de l'équipe. Donc cette réunion, elle est importante, elle institue une dynamique d'équipe, je crois que ça c'est essentiel par rapport à l'accréditation individuelle, et ça permet de faire des propositions d'amélioration et de suivi d'une année sur l'autre. Donc si on reprend un petit peu ces barrières, finalement les barrières de prévention, c'est de paramétrer son logiciel pour qu'il nous aide dans notre pratique quotidienne, dans la communication, dans l'intégration de recommandations, et ça nécessite un travail collectif en groupe utilisateur, c'est-à-dire que finalement avoir MEDICS et développer des choses tout seul, ça peut paraître pratique, mais c'est pas ça qui marche. Il faut vraiment que ce soit un besoin de l'équipe, que ce qu'on veut faire apparaître, ce qu'on veut mettre en avant, soit choisi par l'équipe et que ce soit travaillé de façon collective dans un établissement, voire ça peut être de façon beaucoup plus large, comme ça on l'a fait dans les groupes MEDICS, dans les week-ends, pour travailler ensemble, ou au sein d'un réseau. Enfin, il y a beaucoup de solutions possibles. Les barrières de reconnaissance, donc moi je pense que c'est du rêve qu'on a d'un logiciel qui fasse notre travail. Il faut arriver à, je pense, un concept qui est plus adapté, qui est celui du pilote automatique. C'est-à-dire que le logiciel, il facilite les tâches répétitives et standardisées dans les situations simples. Il est capable de nous faire des voyants d'alerte, c'est-à-dire que quand on sort un petit peu de cette situation simple, il nous avertit, et c'est à partir de là que le pilote doit reprendre la main et peut proposer les solutions adaptées dans le cadre de nos prises en charge. Alors, un point que je n'ai pas encore abordé et qui est certainement très problématique, c'est celui de l'interopérabilité du logiciel. On peut se poser la question pourquoi on veut interfacer ces logiciels.
On a des logiciels métiers comme MEDICS avec une utilisation au quotidien. C'est notre préoccupation, nous, de médecins. C'est que ça marche, c'est que quand on remplit un dossier, quand on s'occupe d'une patiente, on puisse avant tout s'occuper de la patiente et que le dossier ne soit pas trop dur à manipuler. Le fait qu'il nous aide à la décision, c'est une des choses qu'on attend. Et donc, c'est un outil de travail au quotidien adapté à une activité particulière, l'obstétrique, la gynécologie pour nous, mais il peut y en avoir dans tous les métiers, dans toutes les spécialités. Et on peut opposer ça au DPI, au dossier patient informatisé ou SIH, le système informatique hospitalier, qui lui est pluridisciplinaire, il va servir pour toutes les spécialités. La préoccupation de nos administratifs, c'est surtout de conserver le dossier, on répond à certains critères pour l'accréditation, pouvoir faire la facturation, mais finalement, on voit que les administratifs ont plus un souci de conservation des données que de travail au quotidien, et c'est une opposition qui est classique. Alors il y a des SIH qui ont des modules métiers, c'est-à-dire qu'ils font cette fonction administrative et ils proposent quand même de faire de l'obstétrique avec un module. Souvent c'est lourd, c'est inadapté, et je crois qu'il y a une certaine atteinte à notre indépendance, et que finalement ces logiciels qui sont des grosses boîtes, il n'y a pas de discussion très facile et très possible avec elles, et on se fait imposer des façons de travailler parce que sinon ça ne rentre pas dans l'ordinateur et ce n'est pas très acceptable. Alors, quel interfaçage? Je crois qu'on peut distinguer deux gros modèles. C'est soit on fait des échanges de formulaires, soit des échanges de données structurées. L'échange de formulaires, c'est un document produit par le logiciel A qui est déposé dans le logiciel B. Les données structurées, c'est quand on a une variable identifiée, le poids de naissance, dans le logiciel A, et il faut qu'on puisse la transmettre au logiciel B qui la reconnaît comme la variable 1, c'est-à-dire le poids de naissance. Le choix entre l'une ou l'autre solution dépend de ce qu'on veut faire des données transmises. Si ce qu'on veut, c'est un résumé, un tableau de bord, une donnée à conserver, le formulaire est parfaitement suffisant. On va aller déposer dans l'autre programme le résultat de ce qu'a produit le logiciel métier. On va, en l'occurrence, le déposer dans le SIH. Et si c'est une donnée à retravailler, en revanche, il faudra des données structurées. Alors, quels sont les freins, justement, à la mise en place de tout ça? Moi, j'imaginais surtout des freins techniques, mais finalement, en pratique, pour les données structurées, c'est plus compliqué à faire que de transmettre un formulaire, mais il n'y a pas de frein technique majeur. Il y a une standardisation des langages, des protocoles d'échange. Le frein principal, c'est qu'il y a un temps de travail toujours derrière. C'est-à-dire que pour pouvoir transmettre comme ça des données de façon structurée, il faut, même des données en général, il faut avoir fait un travail en amont pour bien faire le cahier des charges, c'est-à-dire effectivement qu'entre soignants et informaticiens, on ait bien dit, cette donnée-là, je la veux pour en faire ceci, je la veux pour la déposer pour qu'elle soit conservée, je veux pouvoir la réutiliser pour envoyer, faire mes stats, faire la facturation, faire autre chose avec. Et c'est ce qu'il faut définir tous ensemble pour bien faire ces protocoles d'échange entre les programmes. Ça nécessite une certaine maintenance parce que les données peuvent évoluer, il faut remettre à jour. Donc moi je dirais qu'il y a un travail en commun à faire qui est important. Et qu'on a du mal à faire en pratique, mais que c'est pas de ce qu'on m'en a expliqué, c'est pas moi qui fais cette conclusion-là, mais c'est pas un problème technique. Le problème, par contre, plus important, c'est plutôt la sécurisation de ces échanges. À la fois, le problème majeur qui reste actuellement, c'est l'identitovigilance, c'est-à-dire être sûr que c'est toujours bien la bonne personne, le bon malade dans les deux logiciels et de bien matcher les identités. Ça peut se faire de façon semi-automatique, mais surtout ce qui va faciliter ça, c'est le fait d'avoir, on espère, à relativement court terme, un serveur national d'identité qui va permettre qu'un patient il ait une identité, en pratique c'est son numéro de sécu, qu'on n'ait plus les problèmes de nom de jeune fille, nom d'épouse, comme sur la carte d'identité, mais je veux qu'on m'appelle comme ça, on s'y perd complètement. Mais bon, il y a le numéro de sécu qui est un identifiant dans le logiciel, et c'est quand on aura ce serveur d'identité qu'on pourra faciliter ces échanges
Et un autre problème de sécurité qui est posé, c'est celui des droits d'accès, les règles RGPD, ce qui est aussi inclus dans le Ségur, c'est-à-dire qu'il faut qu'à partir de données qu'on transmet, on sache qui aura accès, qui peut regarder, qui peut savoir quoi, qui est propriétaire de la donnée. Bien entendu, il y a, je pense, énormément de freins qui sont de nature, j'ai dit politique ou commerciale. C'est qu'il y a beaucoup d'éditeurs qui ne cherchent pas à faciliter les échanges parce qu'ils ont envie justement qu'on prenne leur module métier et ils n'ont pas envie de s'interfacer avec un autre module. C'est parfois un petit peu politique de savoir si on a toutes les données, si l'établissement a toutes les données de nos patientes, mais finalement on n'est plus propriétaire de nos dossiers. Il pourrait aussi bien être redonné aisément à ces données, elles pourraient être utilisées indépendamment de notre souhait qu'on le fasse ou pas. Donc je pense qu'il est important de défendre notre indépendance, de limiter la perte d'autonomie. J'ai dit limiter parce que malgré tout, on est un peu condamné à s'entendre, on doit faire des concessions, mais plus on gardera d'autonomie, mieux ce sera. La liberté, c'est de choisir à qui on s'aliène. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester complètement indépendant. C'est l'illusion de croire qu'on l'est. On a des tas de règles à suivre et on les suit. Mais au moins, il faut avoir un peu de choix pour qu'on ne nous impose pas des règles qui sont non pertinentes ou qui pourraient finalement être délétères dans le cadre de notre activité. En pratique, vous voyez, nous, à Rive Gauche, donc à Toulouse, ce qu'on applique, c'est surtout des échanges de formulaires. Le match pour l'identité, il se fait de façon semi-automatique. C'est-à-dire que dans chacun des logiciels, le SIH et dans MEDICS, on a un petit bouton où on peut ouvrir le dossier dans l'autre logiciel. Et si la première fois qu'on le fait, il nous sélectionne en fait sur la base de ce qu'on a comme identité dans un des logiciels, il nous sélectionne toutes les patientes qui pourraient être la patiente dont on parle. On clique dessus, généralement il n'y en a qu'une, mais parfois il y a une petite ambiguïté. On clique sur celle qu'on sélectionne et après le match est fait. C'est très simple. Quand on a fait ça, on appelle un programme à partir de l'autre. On a les deux dossiers ouverts. C'est très facile dès qu'on a écrit quelque chose dans un programme de faire un copier-coller, de le mettre dans l'autre. Ça prend 10 secondes. C'est très fonctionnel au quotidien et c'est une situation qui marche pas mal. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire sur cette diapo. Donc vous savez qu'il y a l'Agence du numérique en santé qui essaie de faciliter justement les échanges entre les programmes et donc favoriser le développement de l'e-santé. C'est ça son objectif. Elle veut associer les patients, les professionnels de santé, les éditeurs, les établissements et donc produire comme ça, avoir un serveur national d'identité, produire l'identifiant national de santé et que chaque patient ait son espace numérique, je ne sais pas national, pardon, identifiant numérique de santé et chaque patient aura son espace numérique de santé dans lequel on pourra avoir des informations, on pourra récupérer les antécédents, on pourrait faire ces choses-là. Les protocoles d'échange, justement, ils sont définis. On peut lire le document sur la doctrine du numérique en santé sur leur site. Donc c'est des choses qui vont être un peu des cadres directeurs pour... J'ai vraiment un problème de bouton. Toc. Qu'est-ce que je fous? Ouais. Donc la stratégie de l'e-santé, c'est en gros de dire que l'État s'occupe des rues. Chacun a sa maison, son logiciel. L'État s'occupe de la rue, c'est-à-dire que vous avez votre maison au bord de la rue et il va y avoir des règles sur les portes. C'est-à-dire quand on sort, on va dans l'espace central, la rue qui va réguler un petit peu tout ça. Et donc il y a des règles quand même pour accéder à la rue. Mais je crois qu'une tentation, c'est que finalement, si on démolit tout et puis qu'on fait quelque chose de bien uniforme, c'est plus facile. Mais ça, je crois que c'est pas ce qu'on veut, c'est moins joli quand même. Et juste pour imaginer le fait qu'il ne faut pas qu'on perde tout ce qu'on a construit pour simplement avoir une interopérabilité. Et il faut se battre pour nos outils, en sachant que justement, malgré tout,
un objectif affiché de cette agence, c'est d'aider tous ceux qui le voudront à l'interfaçage et potentiellement avec des financements. Donc, en conclusion, le logiciel métier est essentiel pour la gynécolo-obstétrique. En termes de responsabilité, son choix est aussi important que celui du bon instrument pour opérer. MEDICS est un outil paramétrable, intégrant la gestion de risque a priori, au quotidien et a posteriori. Il est parfois mis en danger par les évolutions actuelles. On a une stratégie nationale qui a été définie. C'est un grand projet avec des perspectives intéressantes. Et dans l'attente, donc j'ai une citation, on a parfois des sources d'inspiration là où on n'attendait pas. Je ne sais pas si certains d'entre vous reconnaîtront. Dans l'attente, soufflons nous-mêmes notre forge, battons le fer tant qu'il est chaud. Il faut continuer à travailler.